pourquoi je suis digital nomade? Parce que je pense, et parce que j'avais vraiment envie de plus faire cette course à la startup. Les utilisateurs, j'en ai, je sais pas, je dois en avoir bientôt 100 000 là. Bienvenue dans ce 6e épisode. J'ai le plaisir de recevoir Martin qui est à l'origine du podcast Indie Maker. Sa philosophie est de construire son boulot autour de sa vie et non l'inverse. Son objectif est de construire plein de petits projets qui ne le rendront pas millionnaire mais lui permettront de vivre comme il le souhaite et surtout loin des contraintes d'une vie d'employé de bureau. Dans cet épisode, nous avons abordé comment concevoir des applications mobiles pour générer des revenus, ainsi que la vie de digital nomade. Vous allez voir, Martin m'a reçu dans son camping-car. Actuellement, il sillonne la France et travaille en même temps. Sans transition, je vous laisse avec mon interview avec Martin et abonnez-vous si ce n'est toujours pas le cas. Ok, salut, moi c'est Martin Donadieu, je suis Indie Maker. J'ai un podcast qui s'appelle Indie Maker. Globalement, ce que je fais en fait maintenant, 100% de mon temps, c'est des projets à moi, donc je suis tout seul dessus. Tout seul. Je suis le seul, dirigeant de ma propre boîte, mais après, je me fais aider par des freelances dès que je peux sur mes projets, parce que on ne peut pas toujours tout faire bien. Comme on vient d'en parler en off, par exemple, les miniatures du podcast, ça, c'est un truc que je délègue maintenant. Par exemple, du coup, sur le podcast, je délègue quelques trucs. Et globalement, moi, j'ai fait une école qui s'appelle Epitech, donc j'ai un profil technique, je suis capable de coder. C'est ce que je fais la plupart de mon temps. Et c'est grâce à ça en fait, que je peux créer des projets. Je pourrais les faire en no-code aussi, j'essaie de le faire, mais finalement, je suis plus rapide à coder qu'à no-coder pour le moment. Donc, je préfère coder, mais je fais par exemple des landing pages en no-code. C'est plutôt cool. Et je fais ça depuis un peu partout dans le monde. Avant, j'étais CTO d'une startup qui s'appelle Cashtory et que j'ai quitté pour être à 100% full-time indie maker. Mais je le faisais aussi de partout dans le monde. Là, actuellement, on peut le voir, je suis dans mon camping-car qui est garé devant chez mon papa parce qu'on est venu en vacances en France. Mais sinon, on est un peu partout dans le monde, plutôt au Portugal, parce qu'on aime vraiment bien ce pays. Tu définis comment un indie maker pour ceux qui nous écoutent? Parce que même moi, j'ai dû chercher sur Internet pour voir quelle était la définition. C'est simple. Un indie maker, pour moi, c'est déjà quelqu'un c'est comme qui aime créer des startups, mais il aime bien les créer en seul ou en toute petite équipe. Il n'a pas l'ambition de devenir une super grosse boîte, surtout pas. Ce qu'il cherche, c'est l'indépendance à tout prix parce que ça, c'est synonyme de liberté. Tu vois, quand tu crées une grosse boîte, souvent, tu t'enfermes dans certaines choses qui sont un peu moins libres, quoi. Donc, en général, quelqu'un qui est indie maker, c'est qu'il cherche plutôt la liberté plutôt que la gloire. Si tu prends l'exemple de Oussama Hamar qui cite souvent ça, est-ce que tu cherches la liberté ou la gloire? Les indie makers ils vont plutôt chercher la liberté. Ils vont du coup pas chercher à lever des fonds, surtout pas puisque ça t'enlève une grande partie de ta liberté d'action. Lever des fonds, même si c'est utile. Et voilà, globalement, c'est quelqu'un qui fait des projets en indépendant ou toute petite équipe avec des freelances et qui cherche à faire des projets pour être plus libre. D'où le fait que tu habites dans un camping-car. Exactement. Donc, ce que je te disais avant, c'est que j'étais CTO d'une boîte, d'une startup. Et en fait, je suis parti de cette startup parce qu'elle voulait lever des fonds, parce qu'elle a besoin d'apprendre aux gens à utiliser le logiciel qu'on a créé, qui est proche, très proche de ce que les data scientists utilisent déjà, mais il faut quand même leur apprendre. Et donc, pour ça, il vaut mieux lever des fonds. Et du coup, moi, c'est vraiment pas ce que je veux faire, plus du tout. En fait, quand j'ai commencé à faire le podcast Indie Maker, je l'ai fait parce que je ne trouvais pas de Indie Maker en France. Il n'y en avait pas, ou ils n'étaient pas rassemblés, ils n'étaient pas connus. Ils n'avaient pas la parole sur Internet. Et du coup, je voulais trouver ces gens-là pour essayer de voir si en tant que Français, c'est possible d'être indie maker déjà, parce que je ne savais pas, vu que j'en trouvais pas, et parce que j'avais vraiment envie de plus faire cette course à la startup qui, je trouve, te prive de pleine liberté. Et moi, j'ai plutôt soif de liberté que de gloire. Tu vois. Je m'en fous d'être la prochaine startup qui passe à BFM, c'est rigolo 2 secondes. Et après, déjà fait, j'ai déjà bossé dans des startups et je trouvais ça que c'était plus chiant que fun parce que tu te mets des contraintes de ouf, parce qu'il faut aller super vite et tu sais pas pourquoi tu vas vite. Et, et en fait, c'est juste une course, alors qu'en soi, t'as pas besoin. Les indie makers, c'est un peu les artisans du monde tu vois, 2.0. Ils n'ont pas besoin d'aller vite,
Donc, pour résumer, un indie maker, c'est plus une personne qui va essayer de créer une application, un site web, un SaaS, qui va générer, on va dire, de quoi vivre, voire bien vivre, mais qui n'a pas comme ambition de gagner des millions. Ouais. Après, des fois, il y a plusieurs catégories d'indie makers. On en a des un peu fous qui ont décidé de faire les deux. Par exemple, Guillaume Moubeuf, que j'ai eu dans le podcast au tout début. Actuellement, ils sont 40 dans sa boîte. Il a toujours pas levé de fonds. Et en fait, il a décidé d'emmerder tout le monde. Il a décidé d'emmerder les gens qui lèvent des fonds en faisant semblant d'aller lever des fonds et d'aller faire un bruit de ouf en passant sur BFM, tout en restant indie et en ayant une idéologie très indie maker alors qu'il fait la course à la startup un peu. C'est assez rigolo. Mais normalement, oui, les gens qui sont indie makers, lui, c'est un peu un extrême. Les gens qui sont indie makers, en général, cherchent pas à faire des grosses boîtes. Et tous ceux qui ont fait un entre-deux un petit peu, ils sont revenus en arrière, que je connais, parce que ça leur a pas du tout plu de devoir faire du management plutôt que s'amuser sur tes projets et répondre à tes utilisateurs. Donc, en gros, toi, ton but, c'est de faire un projet qui soit suffisamment gros pour en vivre ou faire plein de petits projets qui sont suffisamment gros pour en vivre. Ouais, ben, même clairement, je penche plutôt dans la balance de faire plusieurs petits projets qui me permettent d'en vivre pour éviter de, tu sais, le fameux je mets tous les œufs dans le même panier. Hmm. Parce que si demain ce projet arrête de marcher, ben, t'es cul nu, quoi. Donc du coup, l'idée, c'est de plutôt en avoir plusieurs petits qui font un total de 5 000 € de revenus récurrents par mois. Et ça m'ira bien, quoi. Que dire de plus sur moi? J'ai quelques projets. J'en ai un qui s'appelle CapTime, qui est un timer de CrossFit. C'est le premier projet que j'ai fait qui m'a fait du revenu. Donc, je sais pas, j'ai dû faire 10-12 000 balles avec. En fait, au premier confinement, je l'ai mis en payant alors que c'était une app gratuite et ça a fait plein de thunes alors qu'avant c'était gratuit et qu'il y avait plein de téléchargements. Je me suis senti un peu couillon de l'avoir mis payant si tard, mais ça m'a permis d'apprendre plein de choses quand même. Donc, en gros, Voilà, c'est un abonnement ou c'est juste tu payes l'app 3 euros à un moment et... c'est exactement ça. Tu payes l'app one shot quand tu la télécharges. Et je suis en train de le changer parce qu'en fait, je me rends compte que les utilisateurs, j'en ai, je sais pas, je dois en avoir bientôt 100 000 là. Alors, ils n'ont pas tous payé, du coup, c'est ça, c'est ça l'erreur. Mais du coup, tous ceux qui l'ont déjà téléchargé, en fait, ils ne payent plus. Et du coup, ça, c'est un peu nul. Et puis, tous les gens qui ont payé 3 euros il y a 1 an et demi, ils ont beaucoup plus pour leur argent. Donc, ça, c'est ton premier projet. Donc, c'est une application mobile ou c'est un site web? C'est une app mobile, ouais. Je fais tout en app mobile. D'accord. Donc, tu développes l'application, tu le mets sur le store et ensuite, comment tu fais pour promouvoir ton application? Alors, sur toutes les apps que j'ai faites, j'ai jamais fait aucune promo. C'est que de l'organique. C'est-à-dire qu'en gros, je m'arrange pour faire des applications qui ont un réel besoin. Par exemple, CapTime, c'était un besoin énoncé par un ami qui a designé l'application qui s'appelle Nicolas, qui est crossfitter. Et il m'a dit, en gros, quand je vais à la salle de CrossFit, on a un timer qui est génial, qui est trop cool. Et quand je dois faire du CrossFit chez moi ou quand je suis en vacances et que je trouve pas une salle de CrossFit, ben, j'ai pas de timer. Enfin, j'ai des timers, mais ils sont pourris. C'est pas le même design qu'à la salle de CrossFit. C'est chiant, je me sens pas chez moi. Du coup, on a regardé avec ses potes crossfitters s'ils avaient le même problème. Ils avaient le même problème. Et donc, du coup, on a décidé de faire l'application qui correspond à 100% au design du timer de CrossFit qu'il y a dans les salles de sport. Donc, on a copié-collé le design, très demandé, et on avait le design qui correspondait à ce que les gens attendaient. Donc, du coup, on a eu beaucoup de téléchargements et ça a continué à l'infini. On a des applications d'ailleurs qui ont copié notre design, en moins bien, des fois en mieux. Et voilà, donc c'est globalement, en fait, on récupère des utilisateurs en organique suivant les photos de ton app, finalement, les previews et les mots-clés que tu mets dans ta fiche produit sur l'App Store. C'est ça qui fait des recherches. Et donc, on a mis cette application sur les stores. Et comme elle correspondait en fait à ce que des gens avaient besoin, puisqu'on a fait un peu d'interviews utilisateurs de ses potes qui faisaient du CrossFit, puisque moi au début, je n'étais pas du tout convaincu que c'était un truc intéressant, donc c'était une application qui faisait une fonctionnalité, c'était juste un timer.
Pour moi, c'était une application qui m'était inutile. Et lui, il m'a prouvé que c'était vraiment utile en me donnant des témoignages de gens, finalement, en me les en rencontrés. Du coup, on a fait cette application. En fait, on a eu 10 000 téléchargements la première semaine après l'avoir publié sur les stores. Avec des photos toutes moches, une description à l'arrache, mais qui disait juste ce que ça faisait. Et en fait, c'était vraiment quelque chose que les gens demandaient. Donc, on s'est rendu compte que c'était quelque chose qui était vraiment utile. À l'époque, on l'a fait juste pour une seule raison. On l'a fait pour montrer qu'on savait faire des applications. On avait créé un startup studio avec Nicolas. Et on voulait du coup vendre des MVP d'applications, donc la base d'une application, la première étape, pour des startups qui se lancent. Et du coup, c'était une démo en fait de ce qu'on savait faire. On s'était dit qu'est-ce qu'on peut faire de pas trop complexe pour montrer ça. C'était vraiment le but originel. Et puis on s'est rendu compte que ça marchait bien. Tellement bien qu'à un moment donné, au premier confinement, l'application elle faisait plus 400% de téléchargement. Donc on avait entre 1000 et 2000 téléchargements par jour, quelque chose comme ça. C'était assez fou. Et du coup, ben, on s'est dit pourquoi on la mettrait pas payante. Et du coup, on a mis un prix au hasard, 2,50 €. On l'a mis et ça n'a pas bougé les téléchargements. Donc, je sais pas combien on avait. On devait avoir 60 000 téléchargements au moment où on l'a mis payant. Et du coup, on en a fait un petit paquet encore jusqu'à atteindre, ouais, même peut-être plus. On devait être à 80 000. Quelque chose comme ça, il faudrait que je fasse les calculs. Mais voilà. Et donc, à la fin, ça te rapporte combien par mois maintenant? Alors, au top du top, quand on l'a mis payante, là, on a fait on va dire, entre 800 et 500 € par mois pendant quelques mois. Et là, en fait, plus on avance et plus ça baisse. Parce que si tu veux, l'application était gratuite au début, donc on avait beaucoup de téléchargements, donc on est très bien classé sur les App Store. Et du coup, quand on l'a mis en payante, ben, on a gardé notre ranking. Et du coup, pendant un certain moment, on était super bien ranké payant. Enfin, numéro 1, payant, si tu veux. Dans les apps de sport, à un moment donné, on était numéro 1. Parce qu'on est passé de payant à gratuit. Donc ça, c'était génial, ça nous a aidé. Sauf qu'à un moment donné, ça s'épuise. Tu fais une app payante et les gens s'attendent à avoir des mises à jour souvent, etc. De nouvelles fonctionnalités. Alors qu'à côté de ça, il y a des apps qui font presque comme nous maintenant, qui nous ont copié, qui sont moins chères ou gratuites. Donc du coup, plus on avance dans le temps et moins on a de téléchargements. Et donc on a baissé, 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 baissé. Là, ça doit faire une centaine d'euros par mois. Ok. Ce qui est pas mal, mais ça a pris cher, quoi. Voilà, ça paye les bières, quoi. Ouais, voilà, ouais. C'est ça. Mm. Et ça, donc, c'est ton premier projet. Et ensuite, tu as enchaîné sur d'autres projets comme ça, vu que ça fonctionnait? Alors, pas vraiment enchaîné, on va dire, puisque ça, c'était à la base pour montrer qu'on avait un savoir-faire pour le vendre. Donc, à côté de ça, on a essayé de monter cette boîte. On a vendu un MVP qu'on a fait, qui n'était pas du tout une app mobile, en plus, c'était un site web. Puis après, j'étais CTO, mais j'ai quand même gardé dans l'idée de continuer à faire des projets de mon côté pour vraiment montrer ce que je savais faire. Parce que c'est ton meilleur CV finalement quand tu es développeur, d'avoir des trucs qui tournent, montrables. Si tu peux pas montrer le code, au moins montrer qu'il y a des utilisateurs, c'est quand même très très bien. Et du coup, j'ai eu d'autres idées comme ça d'applications. Il y en avait une qui était une problématique que je voulais résoudre pour moi. C'était, je ressentais le besoin d'être inspiré tous les jours, tu vois, d'avoir de l'inspiration. Et en général, tu fais ça comment? Tu regardes des podcasts, ou alors tu suis sur Instagram on va dire des comptes qui partagent des trucs cool, inspirants tous les jours. Et je me suis dit, c'est quand même con de devoir utiliser Instagram pour faire ça. J'aimerais bien avoir une application de citation, par exemple. Tu vois, de citation, tu choisis une catégorie tu as des citations tous les jours. Et en fait, je regarde les applications qui font ça et c'est une horreur sur l'App Store. Il y en a plein avec plein de mauvaises notes parce qu'en fait, ils foutent de la pub à mort. Et dès que tu veux un réglage à la con, c'est payant. Tu vois, genre changer de catégorie, c'est payant. Et là, tu fais, mais c'est une blague. Enfin, c'est juste une app de citation, quoi. Les bases de données de citation, il y en a plein sur Internet. Faut pas forcer. Du coup, j'ai fait une application qui s'appelle BeWise, qui permet d'avoir des citations par catégorie, avec juste une belle image en fond, et c'est tout. La seule feature que tu peux faire, c'est liker la citation, mais ça n'a aucune utilité.
Donc, c'est quelque chose que je vais potentiellement enlever à un moment donné. Mais voilà, donc j'ai fait cette application-là qui a eu aussi pas mal de téléchargements. Elle, j'ai essayé de la mettre payante. Au moment où je l'ai mis payant, par contre, j'ai eu zéro téléchargement pendant 3 mois. Ça a vraiment bidé de ouf. Mais ça, c'était la deuxième app que j'ai faite, qui a aussi pas trop mal marché. Il y a moins de téléchargements que Captime, parce que ça, c'est un problème moins dur. Après, ouais, ça explique que comme c'est un problème moins dur, qu'il n'y ait pas eu de téléchargement payant. Ouais, c'est ça. C'est un nice to have, les citations, alors que le CrossFit, pour beaucoup de gens, c'est vraiment une religion, c'est super important, ils ont besoin de le faire. Une citation, t'es pas inspiré, c'était pas très grave, quoi. Et la question que je t'ai pas posée, c'est comment tu as fait sur ces deux applications pour la faire connaître? Parce que tu m'as dit 10 000 téléchargements la première semaine pour la première application. Je suppose que la deuxième, c'était aussi beaucoup de téléchargements. Alors, pas autant, on a dû faire 10 fois moins sur la deuxième, mais c'est quand même pas mal. Et en fait, on s'est fait connaître donc seulement organiquement, donc via les App Store. Et un des trucs que d'ailleurs que j'ai pas encore craqué, c'est que je sais me faire référencer sur l'App Store d'Apple et avoir des téléchargements. Je comprends comment ça marche. En tout cas, du moins, je fais des choses qui fonctionnent. Mais quand je réplique ce que je fais sur Google, sur le Google Play Store, je fais 10 fois moins de téléchargements. Et je sais pas vraiment pourquoi. J'ai discuté avec des gens qui étaient spécialistes là-dedans. Ils m'ont dit que c'était beaucoup plus dur sur le Google App Store de se faire ranker parce qu'il y a beaucoup plus d'applications. Mais après, j'ai pas plus d'idées de pourquoi. Je pense qu'ils mettent vachement en avant le payant sur Google et le moteur de recherche est peut-être moins utilisé que sur Apple, où Apple, quand tu cherches une app, tu cherches d'abord sur leur moteur de recherche à eux. Donc je pense que c'est un des avantages et il faudrait que j'apprenne à faire différemment pour Google, puisque toutes mes applications, je les publie à chaque fois sur les deux stores en même temps. Ouais, parce que moi, j'ai rencontré plusieurs personnes qui vivaient de ça. Ils me disaient que c'était très, très dur de se faire référencer ces applications. Parce que les premiers, Ouais, c'était souvent des très grosses boîtes qui mettaient énormément d'argent sur la table et c'était impossible de les dépasser si tu payais pas. il y a de ça, et après, je pense qu'il y a aussi à quel point tu réponds à un problème qui est vraiment recherché. Parce que des fois, en fait, tu fais des apps, elles sont intéressantes, c'est cool, mais en fait, c'est toi qui dois aller chercher les utilisateurs, tu dois leur apprendre quelque chose. Moi, ce que j'essaie de faire avec mes applications, c'est leur apprendre rien du tout. J'ai pas l'argent pour apprendre des choses à mes utilisateurs. Par contre, répondre à un problème qu'ils ont, il y en a des millions sur la planète, des gens qui ont des problèmes, des trucs qu'ils cherchent, qu'ils veulent résoudre et qui leur fait vraiment mal, pour lesquels ils sont prêts à payer. C'est ce que je vends dans toute l'idéologie de Indie Maker, c'est que tu peux pas dire, hey, j'ai une putain d'idée, ça va être génial. Et en fait, tout le monde n'en a rien à foutre. Et ça pourrait être génial si tu l'apprenais aux gens. Ça, c'est bien pour les startups qui ont des millions, qui lèvent, etc. C'est pas du tout le mood de Indie Maker. Si tu veux être Indie Maker et faire les choses toi-même sans lever d'argent, il va falloir être un peu plus malin que la moyenne et faire des choses pas qui te font plaisir, mais qui font plaisir à des gens qui sont prêts à payer pour. Donc, du coup, Alors, c'est aussi un des facteurs différenciants. Du coup, pour la question des revenus, alors, si tu veux, jusque il y a un mois, ben, du coup, j'étais CTO d'une startup et du coup, c'était la startup qui me payait et je la facturais depuis l'Estonie. Donc, mon argent venait en Estonie et après, moi, je me repayais ensuite. Là, depuis août, je n'ai plus de source de revenus. Je vais vivre sur mes économies puisque comme j'étais déclaré en Estonie, moi, j'ai pas notre ami Pôle emploi pour me sauver. Donc, la seule personne qui va me sauver, c'est ma compagne, du coup, que tu as entendu tout à l'heure, qui s'est cachée au fond du camping-car pour pouvoir faire sa réunion, qui va nous permettre de vivre, qui est développeuse elle aussi. Et du coup, elle va nous permettre de vivre. Donc, on s'est dit, pendant un an, je vais essayer d'être indie maker full-time et de créer un revenu. Et d'ici un an, si on n'y arrive pas, on verra. Euh, mon... Comment on va essayer de faire de l'argent, c'est donc avec les projets que j'ai, mais aussi en faisant du freelance. Je vais essayer de faire jusqu'à une journée par semaine maximum de freelance pour essayer de quand même faire rentrer du cash puisque j'ai des dépenses qu'il faudrait que je couvre. Actuellement, le podcast me coûte à produire 700 euros par mois parce que j'ai un monteur et quelqu'un qui fait le résumé, qui gère la publication, qui fait la cover, la miniature sur YouTube maintenant et le résumé.
et un autre qui monte la vidéo et l'audio. Et donc, du coup, tout ça me coûte 700 euros par mois, que je suis super heureux de déléguer parce que ça me permet de me concentrer à fond sur les interviews et pas sur la production. Et du coup, il faut que je couvre ces revenus de coût avec du freelance, un minimum, pour pas faire dépenser 700 euros du salaire de ma compagne pour mes projets. Et après, pour ce qui est de notre vie, normalement, elle devrait gérer ça. Et l'idée, c'est d'arriver le plus rapidement possible à gagner au moins 1000 euros d'ici la fin de l'année. Ça, c'est l'objectif. Pour pouvoir déjà avoir un petit peu un revenu de base, quoi. Ouais, donc ouais, tu veux couvrir les dépenses courantes en freelance et ensuite essayer de travailler sur un projet qui peut à terme être rentable. C'est ça. Et tu as essayé de monétiser ton podcast ou pas? J'ai essayé plusieurs choses. J'ai essayé de faire des dons, ça n'a pas marché. J'ai essayé de faire du contenu premium en plus du podcast, ça n'a pas marché. La seule chose qui a marché, ça a été, j'ai essayé de faire une newsletter payante aussi, ça n'a pas marché. J'ai une newsletter sur le podcast que je vais reprendre là depuis que je suis full-time sur mes projets. Et qu'est-ce que j'ai essayé d'autre qui a bien marché par contre? J'ai fait du coaching d'entrepreneurs du coup, puisque j'ai rencontré beaucoup d'indie makers et que j'ai pas mal de choses à partager sur ça. Sur des méthodologies, bah, j'ai coaché des gens qui voulaient devenir indie makers. Du coup, ça, je l'ai fait. Ça m'a rapporté pratiquement 3000 euros. Donc, j'ai couvert quelques frais du podcast, mais c'est pas encore exceptionnel, quoi. Ouais, parce qu'à 700 euros, sachant que ça fait 2 ans que tu le fais, Ouais. Alors, les frais ont augmenté petit à petit. Au début, j'étais plutôt autour des 200 euros, quelque chose comme ça, 300 euros. Et là, depuis peu, j'ai augmenté à 700 euros parce qu'en fait, je produis maintenant un épisode par semaine, alors que pendant un an, j'étais à un épisode toutes les 2 semaines. et donc là, tu te lances sur un autre projet d'application. J'allais dire, une des premières étapes que j'ai en tête avant de créer un nouveau projet, c'est de faire passer CapTime en subscription, donc un abonnement. Ça, c'est ce que j'aimerais faire en tout premier et faire des tests là-dessus, un petit peu ajouter. Il y a une fonctionnalité que Nicolas m'a soufflé, qui pourrait être vraiment pas mal et qui n'existe pas sur aucune autre app et qui est nécessaire aux gens, encore une fois. Et donc, du coup, j'aimerais bien développer cette application et que ça soit enfin, cette fonctionnalité, que ce soit la première fonctionnalité de l'app en mode abonnement pour voir si ça a vraiment un intérêt pour les gens, cette fonctionnalité-là. D'accord. Donc de reprendre tes anciens projets, d'essayer de les pousser un peu et de redémarrer des nouveaux projets. C'est ça. Un des points qui m'intéresse dans ton parcours, donc toi, tu mets au centre de ta vie la liberté. En gros, ton travail n'est Ouais. là que pour t'apporter la liberté. Et un point qu'on partage en commun, c'est qu'on est tous les deux nomades digital. Donc, pourquoi tu voyages? Pourquoi tu te dis pas, bah, je vais m'installer quelque part? Qu'est-ce que ça t'apporte? C'est exactement la bonne question. Qu'est-ce que ça t'apporte? En gros, pourquoi je suis digital nomade? Parce que je pense que être nomade, c'est la façon la plus, euh, comment dire, c'est le chemin le plus court pour devenir une meilleure version de toi-même. Pourquoi je dis ça? Parce que tout simplement, quand tu es nomade, tu vas aller dans différents pays, tu vas te retrouver dans des situations de difficulté, puisque quand tu voyages et que tu vis à certains endroits, il faut comprendre comment la vie se fait là-bas. Il faut comprendre les gens qui t'entourent, il faut comprendre les lois, ce qui se passe, la culture. Et tout ça, ben, ça a un effet ouf. C'est que déjà, ça va t'ouvrir l'esprit sur le monde qui t'entoure et en dehors de ton pays, de ton village ou de la ville d'où tu viens. Donc, tu vas voir qu'il y a des gens qui vivent différemment. Et le fait de bouger assez souvent, donc moi, je suis slow nomade. C'est en gros, on bouge tous les 2, 3 mois. On fait 4 destinations par an en général, quoi, pour vraiment bien comprendre là où on est, plutôt que de faire toutes les semaines. Alors, à un moment, on a fait du fast nomade quand on était en camping-car au tout début, où on faisait une semaine quelque part, une ville, une ville, une ville, une ville, quoi. Mais maintenant, on va un peu plus doucement et le camping-car, c'est moins un support qu'on utilise. En général, on fait du Airbnb. C'est ça que ça m'apporte principalement, le digital nomadisme, c'est
d'apprendre énormément. Du coup, ce que tes potes te disent, c'est que tu es tout le temps en vacances parce que tu es tout le temps dans le lieu de vacances pour les gens. Par exemple, tu vois, je suis allé tout cet hiver à Madère. Madère, c'est une île européenne qui est assez paradisiaque. Et nous, du coup, le week-end ou le soir, ben, quand on voulait se promener, on va faire une randonnée avec des cascades où tu vas faire de la plongée sous-marine, avoir des trucs de ouf. Et les gens, d'habitude, ils font ça en vacances. Et nous, on peut faire ça tous les jours de notre vie, quoi. Donc ça, c'est vraiment cool. Tu as une qualité de vie qui est ouf. Surtout si tu vas dans des pays qui sont moins chers que le pays d'où tu viens et d'où ton argent, enfin, où tu as ton niveau de vie qui est calqué, quoi. Donc tu augmentes ton niveau de vie, tu apprends plus et tu es plus facilement heureux puisque tu as plein de choses à découvrir dans ton environnement extérieur. Oui, tu es toujours en train d'apprendre. Et après, donc, tu as parlé de slow travel. Donc, on reste 6 mois à un endroit et on bouge. Est-ce que tu as Ouais, tenté de faire du fast? ouais, ben c'est ce que je t'ai dit en fait. Alors, je l'ai fait qu'en camping-car, je l'ai pas fait en avion, etc. Et la première fois on a eu le camping-car, on a fait toute la côte portugaise, donc du nord de Porto jusqu'à Faro, en, de septembre à décembre. Donc, du coup, de septembre à décembre, on a fait toute la côte. Et début décembre, on est parti de Faro et on est revenu en France pour Noël, quoi. Donc on a fait ça. Et ça, pour le coup, c'était génial, mais c'est ultra fatigant, en fait, encore plus qu'un camping-car où à chaque fois que tu bouges, il faut faire attention. Est-ce que tu as de l'eau? Est-ce que tu as un endroit pour vider ton caca, vider ton eau sale? Euh, c'est beaucoup de gestion. Du coup, on était ultra fatigués. Et voilà. Et après, on l'a jamais fait en avion parce qu'on n'a pas envie de dépenser autant de CO2 pour des trucs où tu n'as même pas le temps de voir ce que tu visites, quoi, finalement. Oui, donc au final, ça crame quand même assez vite de vouloir voyager comme un touriste ferait, quoi. Donc, je pense qu'on arrive aux questions de fin d'épisode. Donc, est-ce que tu aurais une Yes. ressource à nous recommander? Euh, Ça dépend pourquoi. Si tu veux être indie maker, en anglais, il y a un bête de livre qui s'appelle Make, qui a été fait par Pieter Level, qui est ouf. Il a créé avec la communauté d'indie maker, c'est vraiment bien. C'est vraiment la méthode la plus complète pour créer des projets en tant qu'indie. Moi, en français, j'ai fait un court e-book d'une cinquantaine de pages sur le sujet qui est dispo sur Amazon. Un des bons livres que je conseille souvent, c'est The Mom Test, qui t'aide à vraiment demander aux gens un avis non biaisé, qui t'apprend à demander, à poser des questions non biaisées. Et donc, en fait, ça te permet de retourner le problème. Si tu as une idée d'un produit, par exemple, qui pourrait aider des gens, au lieu de leur parler de ton idée, on s'en branle, tu vas les interviewer, tu vas aller chercher des gens qui sont potentiellement ta cible. Si ta mère est potentiellement la cible, tu vas aller lui poser des questions pour voir si elle a un vrai problème qui est lié à ton idée. Est-ce qu'elle a essayé de trouver des solutions pour ce problème? Et est-ce qu'elle a essayé de payer des choses pour ce problème? Si tu arrives à valider ces 3 questions et qu'elle te dit oui à ces 3 questions, déjà, ça veut dire que tu as un projet qui tient un peu la route et dont des gens sont prêts à payer pour. Tu en as déjà une. Il faut valider ça comme ça. Et tout le livre est axé sur ça. Comment tu vas poser des questions pour vraiment valider des hypothèses au lieu de brosser dans le sens du poil pour faire des trucs qui servent à rien. Ok. Et là, je vais te piquer une de tes questions sur ton interview. Si tu avais à me recommander quelqu'un à inviter sur cette émission, tu me conseillerais qui? Qui je te conseillerais? Ça dépend de quel sujet tu veux parler. Alors, Si tu veux d'Indie parler Maker. d'indie maker, tu peux inventer, oui, bien sûr, Martin. Tu peux inviter mon pote Thibaut Houdon, qui est vraiment très cool et qui est indie maker, qui lui vend des formations sur Udemy. C'est ça son business principal. C'est vachement intéressant ce qu'il fait. Et en plus, je l'ai invité il y a très très longtemps, donc il aura plein de choses à dire, je pense. Et pour finir, la question, ou si on veut suivre un peu toutes tes aventures de digital nomade, de indie maker, on te retrouve où exactement? La chaîne YouTube de Indie Maker, qui s'appelle Indie Maker, ou le podcast Indie Maker qui est dispo sur Apple Podcast et toutes les plateformes de podcast.
Merci de nous avoir suivis jusqu'à là, on se retrouve dans 2 semaines pour la prochaine interview, donc abonnez-vous si ce n'est toujours pas le cas, et si vous voulez aller plus loin avec moi, je vous partage ma newsletter avec du contenu inédit. Tous les liens sont dans la description.